Sanaye, tu peux m'amener les affaires là dans la chambre, derrière la porte. Shamsia est à quelques heures seulement de son départ pour Mayotte, son île natale. Elle a grandi dans la cité phocéenne, là où ses enfants sont scolarisés. Le 14 décembre dernier, pendant que le cyclone frappait l'archipel mahorais, elle était ici, loin de sa mère et de ses sœurs. Pendant tout le week-end, on n'avait pas de nouvelles. Le lundi, pas de nouvelles. L'image qu'on a eue des infos, c'était terrifiant pour nous. On ne voyait pas notre village et ça nous inquiétait énormément. Parce qu'ils nous montraient que Mamoudzou, Kaweni. Et on se disait, mais peut-être que Kanikeli n'existe plus. Ça a disparu, c'est parti dans les autres coins de Mayotte. Après 12 heures de vol, l'avion se pose en petite terre. Une barge nous permettra de rejoindre Mamoudzou, le chef-lieu. Direction Kanikeli. Au volant de sa voiture, Shamsia nous emmène à 1 heure de route vers le sud de Grande-Terre, une zone moins impactée par Chido, dans cette commune qui compte 3000 habitants. J'appréhende et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'arriver pour voir le village et la famille, les amis, les voisins. Ah, ça fait trop du bien. Ça fait du bien. Oh là là, oh là là. Attendez. Cela fait 2 mois qu'elle attend ces retrouvailles. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est si bien. Oh là là. Oh là là. Elle, c'est la reine. Ah là là. La famille est enfin réunie. Tout le monde est sain et sauf. C'est un bonheur et on va tout raconter. Je suis très contente qu'elle n'ait pas vécu chez nous. Elle va voir les conséquences, c'est tout. Mais qu'elle n'ait pas vécu cette journée. Parce que c'est très traumatisant. Et voilà, je suis contente qu'elle soit préservée. Voilà. En tout cas, merci. Nous quittons le sud pour le centre de l'île, là où des femmes, des hommes ont eu moins de chance. À Kahani, des habitants ont du jour au lendemain tout perdu. Ma maison était là. Elle se souvient encore de l'instant où Chido l'a obligée à fuir avec ses 3 enfants. On s'est enfui, loin, très loin. Quand je suis revenue, plus rien. Dieu merci, on est en vie, mais on n'a plus rien. Nous savons qu'ailleurs, il y a eu des pertes humaines, des blessés aussi. Heureusement, chez nous, nous avons été épargnés. Mais Chido a rendu notre quotidien encore plus difficile. Pas de quoi manger, plus de toit, pas d'eau. Le cyclone a tout ravagé. Un village de la commune de Mamoudzou, tristement connu pour ses bidonvilles, a été frappé de plein fouet. Kaweni est pourtant en pleine transformation. Mais dès le lendemain du passage du cyclone, beaucoup sans solution d'hébergement ont dû reconstruire leur banga. Ces abris de fortune en tôle. Des milliers de familles vivent dans cette partie de Mayotte dans des conditions très précaires. Rien ne va pour nous. Même trouver de quoi manger, c'est compliqué. On souffre. Regarde comment on galère pour trouver de l'eau. Tout le monde en cherche. Tiens, même les habits, il nous est impossible d'en acheter. On n'a pas les moyens. Certains, ici, ont perdu plus qu'un toit. Mon fils voulait sauver ses enfants. Il est sorti, mais avec le vent qui soufflait fort, une tôle l'a carrément coupé en 2. Ses enfants, eux, ont été mis à l'abri. J'ai cherché mes clés de voiture, je ne les trouvais pas. Je voulais l'emmener à l'hôpital, mais les routes étaient bloquées. Faïz était pour moi un fils. Faïz est mort. Quand une catastrophe arrive, telle que nous l'avons vécu ici, la première chose qu'on fait en tant qu'autorité, c'est aller dire est-ce qu'il y a des survivants potentiels.
on va, on fouille, on regarde, on amène les chiens, on fait tout pour essayer de trouver des survivants. On a été incapable d'aller regarder dans ces bidonvilles si on avait des survivants potentiels. Ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait des morts qu'on n'arrive même pas à comptabiliser. Vous voyez le drame? Le nombre de morts, une question qui obsède. Dans ce chaos, Mayotte doit avancer malgré tout. À l'ouest de Grande-Terre, à Chiconi, la sécurité civile est à pied d'œuvre pour remettre en état le collège. Les toitures sont abîmées, tous les bâtiments doivent être mis hors d'eau. Commandant-chef, le sergent Humbert de l'UCAT. Nous, on est vraiment là pour de l'urgence. On n'est pas là pour recréer des charpentes et des couvertures. On est vraiment là pour protéger des intempéries et que l'école puisse reprendre au plus tôt. Un vaste chantier qui mobilise une quarantaine d'hommes et de femmes chaque jour et sur plusieurs semaines. Les conditions ici sont particulières puisqu'on n'a pas d'accès aux engins. L'ensemble du collège ne nous permet pas d'intervenir avec des engins directement. Donc les personnels font des va-et-vient avec des brouettes, leurs mains, afin de déblayer dans des bennes les différents matériaux. Rouvrir les écoles au plus vite, un souhait de l'éducation nationale. Mais à Moana-Tchinji, dans le sud de l'île, c'est loin d'être une évidence pour Armine, 34 ans. La professeure d'anglais n'aurait jamais imaginé une rentrée comme celle-ci. Est-ce que là où je vis, il y a subi des dégâts? Je suis logée dans un endroit dans lequel je me sens en sécurité. On ne va pas faire court directement avec eux. On veut savoir comment ils vont. C'est le plus important pour nous. Née à Mamoudzou, Armine a suivi toute sa scolarité à Marseille. Après une expérience au Japon, c'est à Mayotte qu'elle décide de poser ses valises en 2019. Elle est actuellement contractuelle. Sa rentrée, elle, a été retardée plus d'une fois, compte tenu des dégâts causés successivement par les 2 cyclones. Moi, j'ai hâte, mais en même temps, j'ai de l'appréhension parce que je ne sais pas dans quel état je vais retrouver mes élèves. Déjà, j'ai vu que les collègues, pour certains, c'était un peu difficile de revenir. Donc, nos élèves qui sont plus jeunes, comment ils vont prendre cette rentrée particulière pour eux aussi. À Dembéni, 1900 collégiens ont déjà retrouvé leurs camarades. Beaucoup d'entre eux ont perdu cartables et cahiers. Alors aujourd'hui, tous ont droit à de nouvelles fournitures scolaires gratuites. Après 4 jours de cours, en classe, l'ambiance est plutôt détendue. Pourtant, le cyclone Chido est toujours dans les têtes. Je croyais que ça allait se passer comme les cyclones qui sont passés à Mayotte. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça, que Mayotte allait être comme ça, dans cet état. Je ne pensais pas que les maisons allaient être détruites. Je voulais revenir à l'école pour voir les copines que je n'ai pas vues et tout. Et les professeurs aussi qui me manquaient. Je voulais revenir à l'école en fait. Est-ce Godo? Non. Est-ce? On essaie d'être là pour les encadrer, pour les guider, qui sont tous pareils, peu importe leur situation, mais que nous, on est là pour les aider. Que ça soit donner des conseils liés à la vie de tous les jours ou aussi avec nos cours qu'on donne en classe. C'est une rentrée inédite, car les enseignants endossent un nouveau rôle, celui de psychologue, au chevet des enfants traumatisés. De fait, ça fait partie effectivement de leur mission, avec un accompagnement qu'ils ont reçu du ministère, des capsules vidéo, etc., pour bien reconnaître les élèves qui ont des besoins particuliers. Et ils peuvent aussi signaler les élèves à notre infirmière, notre assistante sociale. Et il y a des cellules d'écoute qui ont été mises un peu partout sur le territoire pour aussi bien les personnels que les élèves. Et malgré la mise en place de ce dispositif, des enseignants se sentent démunis, impuissants face à la détresse de leurs élèves. Des professeurs qui, eux aussi, ont subi de lourdes pertes. Moi, j'avais perdu le toit, j'avais perdu toutes mes affaires, même mon sac, j'ai dû prendre un sac d'écolier. Mais quand j'entends les enfants me raconter ce qu'ils ont vécu, je me suis remis en question. L'enfant qui me dit que oui, bon, monsieur, ma maison s'est envolée. Dans la bouche d'un enfant, c'est choquant parce qu'il ne montre pas tant que ça sa souffrance derrière en plus. Ils ne disent pas forcément que à cause de Chido, papa, maman a perdu le travail.
donc c'est difficile pour manger. Ils ont du mal à le formuler, peut-être ça leur touche dans leur dignité aussi. Comment se relever d'une telle situation? À Mamoudzou, une ONG spécialisée dans la prise en charge psychologique lors de drames ou de catastrophes se réunit tous les soirs pour faire le point sur leur mission du jour. Il y a eu 2 enseignants, tu vois, de classe de CP. Tous les 2 disaient qu'ils n'avaient pas eu de vacances parce qu'ils avaient passé leur temps à reconstruire leur maison, la maison de leur mère et tout ça. Ils arrivent à l'école, ils sont vraiment très bienveillants, ils accueillent les enfants, ils arrivent à organiser quand même l'accueil des enfants avec des groupes de l'écoute. Ils ont envie en plus d'être présents pour leurs élèves. Et en fait, c'est le fait de ne pas être en capacité, c'est une grosse douleur. Les psychologues sans frontières rencontrent des enseignants pour leur venir en aide. Un professeur apprend que son élève a perdu la vie lors du passage du cyclone. Sans même se poser de questions, en fait. Il est allé voir la famille dès qu'il a appris, donc il s'est fait énormément de mal. Enfin, donc ouais, c'était un créneau là qui était assez lourd pour toute la classe. C'était super intense. Ouais. Donc malgré toute la bonne volonté du monde, quand on est dans une situation comme ça, et qu'on accompagne je ne sais pas combien d'élèves par jour parce qu'il y a des rotations et que plein d'écoles sont fermées, et bah, quand on rentre le soir chez soi et qu'on n'a pas de toit et qu'on n'a pas de quoi boire ni manger, bah, c'est hyper compliqué. Donc en fait, on s'attendait à ça, mais c'est vrai que de voir le corps enseignant dans une situation parfois de vulnérabilité à ce point-là, c'est un peu déstabilisant. Ça fait mal au cœur de voir notre île comme ça. C'est ce côté verdoyant qu'on dit qu'on a perdu. Shamsia continue d'observer autour d'elle le paysage. L'habitante de Kanikeli constate les dégâts, mais elle se refuse à tout pessimisme. Au sud, on n'a pas trop de maisons en tôle, on n'a pas trop de bangas, du coup ça ne se voit pas le côté Chilo. Mais c'est le paysage qui a vraiment morflé et ça touche. Mais bon, avec la pluie, ça va tout revenir, on espère. La vie sur l'île reprend peu à peu. Mais Mayotte manque de tout, de nourriture, mais aussi d'eau potable. Chaque jour, plusieurs dizaines de mètres cubes d'eau sont traités par les militaires de la sécurité civile. Une fois que l'eau a été traitée, dans cette partie stockage, elle va être réanalysée pour pouvoir être chargée ensuite dans des citernes souples de 5 mètres cubes que l'on positionne sur des plateaux portés par des poids lourds. Le convoi quitte le camp de base de Chikoni pour se rendre 10 km plus au nord. Nous sommes à Mirereni, un village très pauvre, privé d'eau potable depuis trop longtemps. Alors dès l'installation de la robinetterie, les villageois s'empressent de remplir bouteilles et bidons. On peut lire la joie sur le visage des enfants. C'est un soulagement pour les plus grands. Adré Manga, 22 ans, vit ici depuis 4 ans. C'est la première fois? C'est la première fois que je vois ce camion ici. D'habitude, ils vont à Kombani, Mohogoni. Mais ici, c'est bien la première fois qu'ils nous rendent visite. Alors je ne sais pas si j'ai droit qu'à un seul seau d'eau, ou si on peut se servir un peu plus. La sécurité civile l'affirme. Aujourd'hui, pas de restrictions. Tout le monde, même les enfants, peuvent se servir tant qu'il y a de l'eau disponible dans ces citernes mobiles. Mirereni compte quelques bidonvilles occupés essentiellement par des Comoriens qui se disent abandonnés. Cette distribution d'eau potable est donc reçue ici comme une bénédiction. Comme vous le voyez, on a un cours d'eau. Regardez sa couleur, sa qualité. C'est la seule source d'eau que nous ayons. On y fait la lessive, la toilette. Tout se passe là. Cette eau nous sert aussi à cuisiner. Il y a même des enfants qui la boivent alors que ce n'est pas normal. Mais on n'a pas le choix.
On a détaillé cette liste-là. Il y a les gens de Séléa qui habitent à Petite Terre, il y a qui sont à Tsapéré, donc le jeu à Tsonzu, et on a détaillé ville par ville. Cet argent-là, on est venu pour ça, pour que chaque personne, chaque habitant de Séléa qui vit à Mayotte, il a sa part. On ne peut pas oublier personne. C'est l'objectif. Ahmed représente l'une des nombreuses associations de la diaspora mobilisées en solidarité avec les Mahorais. Né aux Comores, il a passé une partie de sa jeunesse en grande terre jusqu'à l'âge de 26 ans. Ici, je connais dans tous les coins. Depuis la Nièvre, où il réside avec sa famille, il a ressenti le besoin de venir jusqu'ici soutenir ses anciens voisins. Dans les rues de Kahani, l'enfant du village prend des nouvelles des habitants sinistrés. C'est notre Nzé, comme on dit en comorien. C'est notre père à tout le monde. Il se rend chez une famille dont la maison a été détruite par Chido. Devant l'ampleur des dégâts, les occupants, une mère et ses 4 enfants, ont dû quitter les lieux pour se mettre à l'abri. En leur absence, c'est une responsable du village qui nous accompagne. Ahmed, lui, se dit attristé par ce qu'il découvre sous ses yeux. Le lit, les marmites qui sont dépliées partout, des tôles partout. Ouais. Ces gens-là, ils ont tout perdu. Elle essaye de construire un petit peu ce qu'il peut, mais pour attraper tous les dégâts, c'est pas facile. L'objectif de ce voyage, c'était ça. Juste l'apporter une question morale, parce que je sais que c'est eux qui ont besoin, c'est ça. Et il n'est pas venu les mains vides. Donc là, c'est l'aide qu'on a décidé de distribuer. Nous vous sommes très reconnaissants. Ce geste nous touche énormément. Nous vous remercions, vous qui vivez en France et aux Comores. Vraiment, merci pour votre soutien. 10 600 € seront distribués à une centaine de familles dans le besoin sur l'ensemble du territoire. Retour à Mwanachindji. Tu as vu le panorama qu'on a là? On voit le lagon, magnifique. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Car avant Chido, ils étaient au frais, au milieu d'une forêt. Après le passage des 2 cyclones, Armine, l'enseignante, et son mari Adrien n'ont pourtant qu'une envie, rester pour aider Mayotte à se relever. Malgré les mauvais côtés qu'il peut y avoir sur l'île, on est bien et on espère quand même apporter notre pierre à l'édifice pour aller de l'avant. C'est les Mahorais et les nouveaux Mahorais avec leurs forces combinées qui vont réussir à changer les choses. Ça vient d'en bas, quoi. La nuit tombée, le couple de Marseillais retrouve leurs amis au centre du village. L'occasion pour la jeune génération de faire le point sur ce qu'elle a vécu et surtout de se projeter. On a commencé à couper les arbres justement qui étaient toutes sur cette route qui est derrière, qui descend et qui rentre dans les villages. En fait, les gens ils se sont tous reconvertis en nettoyeurs. Tout le monde est sorti. Pour nettoyer. Alors c'est ce qu'on appelait dans le temps la moussada. La moussada. Des jeunes qui expriment le besoin de participer activement au devenir de Mayotte, notamment dans les domaines de la santé et de l'écologie. Les arbres, de la manière où ils se sont cassés, ils ont eux-mêmes du mal à pousser, ils ne savent pas où ils en sont. Ici, on avait réussi à transformer un padza, c'est une terre nue où il n'y avait rien qui poussait, à une forêt quasiment primaire. Pendant des années, les services de l'État avaient essayé de boiser celui-là, toujours ça a été un échec. Le village, en 6 mois, on a réussi et un investissement de 100 000 €. 100 000 €. Il ne faut pas reconstruire Mayotte, il faut refaire Mayotte. Il faut refaire parce qu'il faut repenser totalement la... On est le plus grand désert médical de France. Et le cyclone est venu révéler cet aspect-là de Mayotte. L'hôpital de campagne qui a été fait à Mamoudzou, il était tout de suite saturé. Il était tout de suite saturé parce qu'il n'y a pas le nombre de médecins, il n'y a pas le nombre de soignants suffisant. Alors donc là, après le cyclone, il faudrait revoir cette question de désert médical et apporter ce qu'il faut. On construit quoi, des immeubles?
Vous voulez des immeubles partout là autour de vous? À Dembéni, des professeurs inquiets redoutent que Chido n'ait accentué les problèmes du quotidien et que Mayotte perde par la même occasion ses fonctionnaires originaires de l'Hexagone. Ce que je crains le plus pour ma part, ça va être l'année prochaine, avec de nombreux départs, notamment chez les contractuels, chez les titulaires, et très peu de profs qui vont vouloir venir après tout ça. Affronter une île dévastée, affronter la violence, la pauvreté, à côté de ça une vie qui est excessivement chère à Mayotte. Beaucoup de profs vont faire le pour et le contre, en tout cas beaucoup de fonctionnaires. Et je pense que ça va être une année difficile l'année prochaine. On sait ce que nous voulons pour notre territoire, on sait ce que nous voulons pour nos enfants. Aidez-nous à construire, mais laissez-nous dire ce qu'on veut et comment nous le voulons, parce que ça fait 40 ans que vous le dites à notre place et ça n'a pas changé. Et nous voyons aujourd'hui, nous payons les conséquences de vos décisions les plus mauvaises pour la plupart. Nous, on a toutes nos familles ici. Et on ne peut pas couper ces liens-là. C'est une question politique qui nous sépare. L'île de Mayotte, vous savez que dans l'histoire, c'est une île qui est à 69-70 km de l'île d'Anjouan comorienne. Donc, au lieu de proposer des solutions pour aider les gens qui ont eu cette catastrophe, ils mettent la politique en avance, ils oublient l'humanité. J'ai mal, mais ça va. Et Barambé, j'ai peur, mais j'y crois. Chido nous a porté du plus, ça nous a servi de leçon. Que le provisoire ne nous mène à rien. Je pense qu'on peut mieux faire. Et j'ai confiance en nous, les Mahorais, hein, et à toute personne qui veut nous aider, qu'on va encore aller plus loin. Et Barambé, j'ai mal, mais ça va. Et Barambé, j'ai peur, mais j'y crois. Et Barambé, j'ai mal, mais ça va. Et Barambé, j'ai peur, mais j'y crois.